C'est la nuit du jazz et du polar. L'histoire insolite et captivante d'un mariage de déraison où l'on tire sur les pianistes autour de minuit. Une histoire en double croche, racontée par Bob Garcia et ses invités, tous les 4e mardis de chaque mois, de minuit à 6h du matin, sur IDFM 98. Pierre Pédron, bonjour. Bonjour. On est dans ce petit restaurant bien sympathique sur la place du Châtelet, à côté du théâtre du Châtelet, en train de déjeuner. Pour tout dire, dans quelques instants, vous allez recevoir un prix prestigieux. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Oui, ça va. On est plutôt dans un bon état d'esprit dans ces cas-là. Il y a des choses qui sont plus désagréables, on va dire. Oui, c'est le prix du disque, décerné par l'Académie du Jazz, le prix du disque de jazz de l'année. Voilà, donc sur l'hommage à Thelonious Monk. Cubix Monk, c'est le titre de l'album. Pourquoi ce titre d'abord Cubix? J'ai pensé d'abord à Sphère Monk. Non, mais ça n'avait rien à voir en fait. C'est parce que vous êtes 3. Mais pourquoi pas? La sphère, le cubisme, mais non, tout ça, il y a un vrai rapport dans la 3e dimension. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai trouvé le titre de l'album, mais l'ingénieur du son qui s'est occupé de faire sonner cet album. Et qui s'appelle d'ailleurs Emmanuel Gallet, et qui a un beau studio à Montreuil. Et donc, il avait suggéré au départ un titre assez bizarre qui serait Rubik's Punk. Rubik's en hommage au Rubik's Cube, et Punk en hommage au punk. Et avec un jeu de mots... Rubix. Je pensais à Ruby My Dear. Non. Rubix. Ça, pourquoi pas? J'y avais pas pensé. Mais en fait, au départ, c'était Rubix à la manière du Rubik's Cube. Oui, voilà, d'accord. Rubik's Punk. Ouais. Et finalement, Rubik's Cube, on ne pouvait pas parce que la marque était déposée. Donc, on a choisi autre chose. Et finalement, on est arrivé sur Cubix Monk. Et parce qu'il y a quelque chose... Et puis je suis complètement d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport entre la musique de Monk et puis le cubisme, l'époque cubique de Picasso et des autres de cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 1920. Donc voilà, c'est une musique, comme je le dis souvent, c'est une musique celle de Monk, c'est une musique qui se regarde aussi. Il y a souvent des symétries, des phrases qu'on retrouve plusieurs fois dans le même thème. Donc voilà, j'y ai associé la toile et le travail de Picasso et le travail de Monk. C'est pour cette raison que ça s'appelle Cubix. 2 mots sur le projet. Je crois que vous pouvez dire un grand merci à Pierre de Bettman indirectement, non? Alors, je voudrais bien savoir pourquoi. J'ai lu quelque part, mais peut-être que mes sources ne sont pas avérées, que vous avez un jour prévu de jouer avec le pianiste Pierre de Bettman, qui n'est pas venu en fait. Et le fait qu'il soit pas venu, vous êtes parti sur ce projet en trio. C'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. En fait, j'avais payé un Russe pour qu'il ait des soucis au ski. Comme ça, je pouvais faire le gig en trio. Non, c'est pas vrai. Le Pierre que j'adore, pas du tout. Malheureusement, oui, c'est vrai que j'avais une carte blanche au baiser salé que m'avait donné Maria Rodriguez. Et il s'est trouvé que Pierre a eu un souci de santé, c'est-à-dire qu'il était au ski avec ses enfants, et puis il a eu un petit accident de ski, enfin un petit accident qui a été assez conséquent puisqu'il a eu une épaule de cassée et il n'a pas pu jouer pendant de longs mois. Et donc il fallait que je le remplace pour cette date-là, et j'ai pas trouvé de remplaçant. Et puis bon voilà, je me suis dit allez avec Artaud qui était sur l'affaire, Vincent Artaud et Philippe Soir à la batterie, on se dit bon on va le faire en trio. Et on a joué des standards en trio et ça s'est très bien passé, on était très contents, on avait d'ailleurs enregistré. Et juste pour nous... Des standards de Monk ou non? Tout standard hein, voilà. Ouais, tout standard confondu. On avait juste envie de jouer ce qu'il y avait... Alors partant de cette expérience, en trio, au baiser salé, pourquoi Monk après? Alors Monk après, puisque ce qui s'est passé c'est que Vincent Artaud a eu l'idée que j'enregistre en trio. Alors moi j'étais de toute façon d'accord pour le faire parce que ça me branchait bien d'enregistrer
d'enregistrer en trio quelque chose, mais je ne savais pas sur quoi. Il se trouvait qu'à ce moment-là, je travaillais la musique de Monk. Pourquoi ? Ça aurait pu être la musique d'un autre compositeur, mais j'ai été branché là-dessus. J'avais besoin de me renouveler en matière de vocabulaire et d'apprentissage de standards. Et puis, je suis allé vers Monk assez naturellement. Et donc, et voilà, et cet enregistrement est arrivé à ce moment-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer la musique de Monk ? En plus, c'est assez original, puisque de toute façon, la musique de Monk est en général exécutée au piano, et là, il n'y aurait pas de piano. Alors le projet démarre, entre le moment où vous avez cette idée et le moment où sort le disque, j'imagine que vous avez dû éplucher le répertoire, le vaste répertoire de Thelenious Monk. Comment vous avez choisi les thèmes et comment vous les avez traités? C'est-à-dire que
pour tout savoir, au départ, ce disque ne devait pas être un disque, mais simplement une maquette. On avait simplement envie de se faire plaisir. Il n'y avait pas d'argent pour le faire. Il n'y avait pas de producteur, mais tout le monde marchait dans la combine. C'est-à-dire que Vincent Artaud était OK pour jouer le directeur artistique, et Thomas et Franck pour enregistrer le projet. Donc on était là simplement, et puis on avait notre copain Manu qui nous prêtait son studio et qui faisait l'ingé son, et puis tout se passait bien, et puis on a enregistré, on s'est aperçu que la musique était bien, et c'est à ce moment-là qu'il a été produit. Pascal Pilorget, mon manager, a décidé de produire l'album et de l'envoyer chez Act, et Ziggy Lor a écouté l'album, a dit hop, je le sors, et c'était pas prévu du tout. Donc je suis très content qu'il soit sorti du coup, parce que c'était juste un an après Cheerleaders. En général, on sort pas des disques comme ça, les uns après les autres. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça me gênait pas trop dans la mesure où il est complètement différent de Cheerleaders. Donc c'était deux histoires complètement différentes. Voilà. Le choix des thèmes alors. Alors le choix des thèmes. Je voulais pas enregistrer les tubes de Monk. Ce qui est intéressant justement, c'est de travailler les thèmes les moins joués. Et en discutant avec Laurent De Wild, avec qui j'avais joué au Duc des Lombards, et avec Simon Goubert également, et qui évidemment Laurent est un fin connaisseur de l'animal. Bien sûr, on lui doit un livre de référence sur Thelonious Monk. C'est un des spécialistes français de Thelonious Monk au piano. Oui, absolument. Ouais. Il est fantastique en plus son bouquin. Donc j'ai cherché effectivement les disques de Monk les moins connus et les thèmes les moins joués. J'ai choisi les thèmes en fonction de ça en fait. Voilà. Très peu de références sur des thèmes comme Skippy ou Who Knows. À part Steve Lacy, je ne voyais pas d'autres saxophonistes alto ayant repris ces thèmes-là au moins. Ouais. Et le traitement ensuite. Alors une fois que vous avez choisi ces thèmes, le répertoire effectivement c'est une bonne idée déjà de pas retomber dans les grands les sentiers battus, les tubes, enregistrés des millions de fois par des tas de gens. Donc un répertoire original, Think of One, Ask Me Now, Skippy dont vous venez de parler, Light Blue, Tinkle Tinkle quand même un peu plus connu peut-être, Trinkle Tinkle un peu plus connu que le reste, etc. Une dizaine de thèmes. Ouais. Comment vous les avez traités pour restituer l'esprit de Monk sans piano? Il faut le rappeler encore une fois. L'idée, c'était d'abord de travailler les thèmes, ce qui est quand même... tous ces thèmes-là, on les connaît par cœur maintenant. Il faut vraiment les assimiler d'une manière... parce que ça soit une façon naturelle de les jouer. Rien que les thèmes. Je parle pas de la grille. Donc quand on est allé en studio, les thèmes, on les connaissait tous. Vraiment. On les connaissait par cœur. C'est-à-dire que... Thomas, Franck les connaissait bien, et parce qu'on avait fait le choix des thèmes, j'avais fait le choix des thèmes en amont, et moi j'ai travaillé ça comme une bête, on peut dire ça. Après le traitement, ça s'est fait un petit peu sur le pouce, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que Vincent Artaud, qui était là, on se refusait de jouer un thème normal tel qu'il avait été joué dans le passé, assez roots. On voulait donner des trucs un petit peu originaux. Donc il suffisait par exemple de jouer un bridge d'une manière différente que le A, enfin voilà, chacun exposait des idées et ça se faisait d'une manière assez bon enfant. Et comme on n'avait pas la prétention de faire un disque, on avait une liberté folle, c'est-à-dire qu'on s'en foutait un petit peu de savoir ce qu'il allait avoir sur l'enregistrement. On voulait simplement se faire plaisir. Je suis sûr qu'à ce moment-là, si quelqu'un nous avait dit « les gars, c'est un disque et faut que vous fassiez quelque chose de bien parce que ça va être attendu », on aurait eu une pression et du coup on aurait été moins libre. Et sur cet enregistrement-là, il y a quelque chose d'assez libre, de très naturel en fait. Et ce qui donne un petit peu le caractère de cet album, c'est surtout ça. Après, donc les arrangements, comme je te le disais, ça s'est fait d'une manière assez naturelle, où chacun exposait des idées, donc on essayait, puis on prenait l'idée qu'on préférait, tout simplement. Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de choses qui se sont imposées d'elles-mêmes du premier coup, et puis d'autres qui ont été abandonnées petit à petit. Oui, il y a par exemple, on a fait un arrangement très compliqué sur Epistrophe, puis on s'est aperçu il est pas sur l'album. On s'est aperçu que ça servait pas à grand chose et finalement je l'ai pas mis sur le disque. Il y a aussi un thème qui s'appelle Work que je n'ai pas mis sur le disque également. Les autres, ça s'est fait d'une manière quand même assez naturelle. On n'a pas fait 10 milliards de prises pour tous ces morceaux. Ça s'est passé assez vite. En tout et pour tout, alors donc du coup, entre le moment où vous avez eu l'idée du projet et le moment où est sorti le disque, combien de temps ?
Ce qui a été long, en fait, c'est de rassembler les troupes, quoi. C'est-à-dire que quand on s'appelle Franck Agulon ou Thomas Bramery, on travaille un peu partout, donc et on est vite découragé à l'idée de trouver 3 jours comme ça d'enregistrement. On se dit bon, c'est pas grave. De toute façon, si ça se fait pas, c'est pas grave. Vu qu'il n'y avait pas de contraintes de production et de maison de disques, donc il fallait organiser. Mais comme tout le monde était motivé, on s'est un peu, on a pris les agendas et puis on s'est dit bon, allez là, c'est bon. On va quand même bloquer ces jours-là. Puis miracle, on a trouvé quand même 3 jours. On a commencé à enregistrer 2 jours, on a fait 2 jours d'enregistrement et puis 2 mois après, on a refait 2 jours d'enregistrement, mais avec Ambrose Akinmusir qui était dans le coin. Et je me disais que c'était peut-être une bonne idée de l'inviter sur d'autres morceaux comme ça. Alors où est-ce qu'on va avoir le plaisir d'entendre ce projet sur scène, Pierrick Pedron? Alors donc le prochain concert, ce sera donc à Auvers-sur-Oise. C'est le 26 janvier, et juste après, j'ai le 1er février à Rennes, le 21 février à Châtenay-Malabry, Vitrolles le 2 mars, on a à Mâcon le 23 mars. Donc j'imagine que vous êtes jamais en repos, Pierrick Pedron, tel qu'on vous connaît. Quels sont les projets là, en cours? Alors oui, c'est vrai que je travaille déjà sur un autre projet. Ça me surprend pas plus que ça. Je travaille déjà sur un autre projet, mais je ne sais. Alors, j'aimerais bien vous en parler, mais le problème c'est que je ne sais pas trop de quoi il en est. Si ce n'est que pour l'instant, j'enregistre des choses avec mon pote ingé son. On a quelques idées, on a quelques bribes de futures compositions. On est dans la mouvance Omri, Cheerleaders. On est dans une mouvance, on dira électrique. Voilà. Après, non, mais on dira rien de plus. On sait de toute façon, voilà, que vous travaillez sur un autre projet et on vous attend. J'ai même pas la réponse, pour vous dire.